Très bien, bonjour à toutes et tous. Alors, je vous espère nombreux pour ce webinaire du printemps des INSPE, qui va être consacré donc, aux formations à l'éducation inclusive et qui va mettre, à l'honneur un des pôles pilotes de formation des enseignants et de recherche, en éducation. Et donc, on va voir au travers de nos 2 collègues, donc, Laurence Leroyer qui est maîtresse de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à l'université de Caen et responsable d'action de recherche au sein du pôle, et Caroline Dezonde qui est professeure en psychologie sociale, qui est responsable, scientifique, pour l'université de Lille, du pôle 100 inclusion, un défi, un territoire. Des exemples de formation adossées à la recherche. Alors avant de laisser la parole à mes collègues, heu, vous donner quelques mots sur ce pôle, pilote 100 inclusion, un défi, un territoire. Donc pôle pilote, qui travaille à renouveler la formation des enseignants, et la recherche en éducation autour de l'éducation, inclusive, qui est un pôle donc, multidisciplinaire qui, vise à relever le défi, de l'inclusion de tous les élèves dans les régions Normandie et Hauts-de-France et à terme, peut-être avec, un essaimage sur le territoire national selon les préconisations que nous pourrons faire au sein de ce pôle, avec une définition commune de l'éducation inclusive que nous avons arrêtée, un environnement éducatif centré sur les conditions d'accessibilité des savoirs et de développement des compétences du socle pour l'ensemble des élèves, dans une visée d'équité et un sentiment de renforcement du sentiment d'appartenance à la communauté éducative. Un gros budget, un projet sur 10 ans, voilà, sur l'épaule, donc jusqu'à 2030. Donc, le travail a commencé en 2020 et de multiples partenaires, des partenaires, universitaires, au travers de leurs INSPE, Amiens, Lille, Rouen et Caen, mais aussi, nos académies, Normandie, Amiens et Lille, et puis des partenaires de diffusion, qui sont Canopé et Ecoluma et qui travaillent, avec nous, autour de plusieurs objectifs de recherche qui se déclinent en 3 axes: favoriser le développement des recherches sur, l'éducation inclusive en France, favoriser le développement des ressources de qualité pour l'éducation inclusive et favoriser la circulation et l'usage, des ressources que l'on peut créer, au sein du pôle, avec dans chacun de ces 3 grands, objectifs de recherche, des sous-objectifs déclinés qui nous permettent d'abord de dégager des indicateurs de qualité, de l'éducation inclusive ou des conditions, nécessaires à la création, par exemple, de l'usage des ressources ou aussi des conditions à leur implémentation, les plus favorables. Créer des outils de mesure de ces indicateurs, très important. Créer des ressources, bien sûr. Évaluer l'usage aussi de l'ensemble des ressources, qui sont créées au sein du pôle, que ce soit des ressources de formation ou des ressources, pédagogiques à destination des enseignants, pour usage, auprès des élèves. 4 grandes réalisations, à ce jour. Donc, un ensemble de ressources, pédagogiques qui, seront présentées, au travers du site internet, du pôle, 100 inclusion un défi, un territoire. Bien sûr, l'identification de différents indicateurs, scientifiques pour, la réussite de l'éducation inclusive. La formation de professionnels de l'éducation de l'éducation inclusive, c'est l'objet de ce webinaire, et puis la diffusion et la valorisation des connaissances. Et je vous laisse quelques informations pour, aller consulter ce que l'on fait dans ce pôle 100 IDT. Une lettre à laquelle, vous pouvez vous abonner, un séminaire hein, qui a lieu une fois par mois et puis, un relais sur les réseaux tels que LinkedIn ou encore, Twitter et un site internet dédié. Je vais donc, sans plus tarder laisser la parole à Laurence Leroyer qui va donc nous présenter un premier exemple de formation, à l'éducation, inclusive. Laurence, nous t'écoutons, si tu es prête. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, dans le cadre du pôle pilote 100% IDT qui vient d'être présenté, eh bien, un collectif de travail que je représente ici a développé une formation à l'éducation inclusive à l'intention des formateurs qui exercent en INSPE. Et cette formation qui a été développée par ce collectif, composé de représentants de l'ensemble des partenaires,
concourt à répondre à un des objectifs qui a été énoncé précédemment, à savoir favoriser le développement de ressources de qualité pour l'éducation inclusive. Donc ici, une ressource de formation. Donc en lien avec la thématique de ce printemps de la recherche en éducation, cette présentation vise à mettre en évidence l'articulation recherche-formation tout au long du développement de cette formation. Alors pour ce faire, nous reviendrons dans un premier temps sur ce qui fonde cette formation, puis dans un second temps sur l'ingénierie pédagogique qui a été développée. Donc à l'université, les attendus en termes d'accessibilité se sont développés. Ainsi, l'enquête annuelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, recensant les étudiants en situation de handicap, montre que depuis presque 20 ans, le nombre d'étudiants en situation de handicap dans les établissements d'enseignement supérieur public n'a cessé d'augmenter. Entre 2002 et 2021, il a été multiplié par 6. Notons également que depuis septembre 2023, le troisième des 10 engagements du comité interministériel du handicap porte sur l'université pleinement accessible. Alors, la recherche s'est emparée de cette question de l'accessibilité, dont celle de l'accessibilité des enseignements. Et il s'avère que cette question n'est pas ou peu présente dans le supérieur. En 2020-2021, date à laquelle nous avons débuté notre travail, les travaux de Parer, Sekrina Karski et Mutual, donc en 2020, mais aussi ceux de Kennel, Guillon, Cobleau et Romer en 2021, en font état. Et cette dernière étude montre, et je cite, la méconnaissance chez certains enseignants-chercheurs des concepts de pédagogie inclusive ou de conception universelle de l'apprentissage. Donc, comme on peut le lire dans l'extrait présenté. Et ils ajoutent aussi ceci, je cite, cette question de la pédagogie inclusive dans l'enseignement supérieur reste encore très peu traitée en France, tant du point de vue des pratiques que de la recherche. Prenant appui sur ces publications, proposer une formation permettant de se former en tant qu'enseignant du supérieur pour prendre en compte la diversité des étudiants prend sens. Cette formation permet aussi aux formateurs qui exercent en INSPE de contribuer à la formation des futurs enseignants à la prise en compte de la diversité de leurs futurs élèves. Ceci en lien avec, comme vous pouvez le voir, le référentiel de compétences du métier de professorat et de l'éducation qui indique que les enseignants doivent différencier leur enseignement, mais aussi proposer des adaptations en direction des élèves à besoins éducatifs particuliers. Mais il y a aussi l'arrêté du 25 novembre 2020 qui fixe le cahier des charges relatif au contenu de la formation initiale, donc pour les étudiants ou fonctionnaires stagiaires qui se destinent au métier du professorat et de l'éducation, concernant la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers. Et dans ce cahier des charges, il est indiqué que 25 heures à minima doivent être consacrées aux enseignements liés à l'éducation inclusive. Alors, si la transversalité caractérise cet enseignement et fait l'objet de modules spécifiques, les résultats de l'enquête menée par Amiot, Curien, Guilhem, Pelin et Gombert et publiée en 2024 montrent que certains INSPE ont fait le choix, je cite, de modules non spécifiques et abordent l'éducation inclusive en rentrant par la didactique disciplinaire. Ainsi, dans une logique de diffusion descendante, la formation de formateurs à l'éducation inclusive vise à contribuer à la transmission de savoirs liés à l'éducation inclusive auprès des formateurs d'enseignants qui, à leur tour, en formation d'enseignants, vont transmettre ces savoirs aux futurs enseignants, que ces derniers, lorsqu'ils vont devoir préparer leur enseignement, pourront remobiliser. Alors, je vais maintenant revenir sur l'ingénierie pédagogique. Donc, pour concevoir cette formation, plusieurs étapes se sont succédées. Carré et Jeunesse distinguent 5 étapes de l'ingénierie pédagogique. Une première étape de diagnostic
qui consiste à analyser la situation de départ en interrogeant les objectifs de formation, les ressources, les contraintes du projet, mais aussi les caractéristiques et les besoins du public. Cette étape permet une seconde étape, que vous voyez en bleu, celle du design, qui permet de formaliser les objectifs visés et les compétences. Ce qui conduit à une troisième étape, donc celle du développement des outils et des supports de formation. La quatrième étape consiste en la mise en œuvre de la formation. Et la cinquième étape, eh bien, c'est celle de l'évaluation qui permet de réguler, de réajuster, si besoin, les éléments de la formation. Et ceci est symbolisé sur le schéma par les flèches en pointillés. Lors de la première étape, nous avons mis en œuvre une enquête par questionnaire auprès des formateurs intervenant auprès des étudiants en Master MEF, et ceci dans tous les INSPE du territoire du pôle pilote. Donc, c'était en mai 2021. Ceci afin d'identifier les besoins de formation liés à l'éducation inclusive. Près de 10% des enquêtés ont répondu à des questions portant sur les formations qu'ils avaient pu suivre, sur leurs pratiques, mais aussi leur attente du point de vue de la formation. Alors, nous référant au modèle d'évaluation de la qualité de Bouchard et Plante de 2002, nous nous assurons ici de la pertinence de notre proposition en ayant bien des objectifs visés qui répondent aux besoins. La pertinence étant un des 9 indicateurs de qualité. Les résultats obtenus à cette enquête permettent d'identifier des besoins de formation, mais contribuent également à une meilleure connaissance de ce public. Et comme vous pouvez le voir, ces résultats ont fait l'objet d'une communication. Lors de l'étape de design, nous avons mis en œuvre une approche par compétences, en prenant appui sur les besoins, mais aussi sur les derniers apports de la recherche sur la question de l'éducation inclusive. Nous avons ainsi déterminé 2 compétences et chacune a fait l'objet d'un module de formation. La compétence dans le premier module, donc de 18 heures, est la suivante. Se former à prendre en compte la diversité des apprenants, dont ceux à besoins éducatifs particuliers, dans ses enseignements. En lien avec cette compétence, des apprentissages critiques ont été déterminés et mettent en jeu de nombreuses connaissances visant à la compréhension des fondements et des enjeux d'une éducation inclusive, à une meilleure connaissance des élèves, et là je m'appuie sur Pellegrim, donc des élèves institutionnellement déclarés à besoins éducatifs particuliers, mais aussi à une meilleure connaissance des réponses qui leur sont apportées, donc en termes de dispositifs, structures, plans, programmes, etc. Nous nous intéressons aussi au développement des connaissances relatives à l'accessibilisation des environnements d'apprentissage, donc en formation ou en classe, et ce pour bien évidemment permettre l'accès au savoir de tous les apprenants, et ceci à la fois dans une dimension collective, s'appuyant sur la conception universelle des apprentissages, mais aussi dans une dimension individuelle qui s'appuie sur l'identification de besoins situés. La compétence travaillée dans le second module donc, est la suivante, donc former à agir ensemble avec les différents acteurs de l'éducation inclusive pour prendre en compte la diversité des élèves. Alors ici, les professionnels de l'établissement, les professionnels extérieurs, mais aussi les familles, constituent les différents acteurs de cet agir ensemble. Oups là, j'ai été un petit peu vite. Donc, comme je l'ai indiqué, cette étape de design, eh bien, elle prend appui sur les apports de la recherche dans le champ de l'éducation inclusive. Je prends ici 2 exemples issus du module 1. Les définitions concernant les termes d'accès, d'accessibilité et d'accessibilisation sont référées aux travaux de Serge Ebersold. Pour distinguer les logiques qui sous-tendent l'accessibilité, et notamment celles des situations d'enseignement-apprentissage,
nous nous référons au chapitre écrit par Feuilladieu, Gombert et Benoît, donc dans l'ouvrage collectif L'accessibilité ou la réinvention de l'école, donc sous la direction de Serge Ebersold, mais aussi à un autre article, 2 millions Fauré et Gombert, où là, nous mobilisons, entre autres, la méthodologie pour l'élaboration d'adaptation dans la phase de conception d'une situation d'enseignement. Lors de l'étape de développement, de nombreuses ressources ont été créées, des vidéos, des diaporamas, des supports ludiques, etc., ainsi qu'un espace de formation donc dédié sur la plateforme de chaque INSPE. Et en lien avec la question de l'accessibilité, il nous a semblé important de créer un environnement et des supports de formation qui soient accessibles tant numériquement que pédagogiquement. Donc pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur les lignes directrices de la CEA et sur les normes RGAA et WCAG de l'accessibilité numérique, sachant que la connaissance et la compréhension de cet outil font partie des objectifs d'apprentissage du module. Alors, je vais juste donner très rapidement 3 exemples pour l'illustrer. Donc ici, dans chaque module de formation, les syllabus en ligne sont proposés sous 3 formats. Alors, 2 formats imprimables, une version sous forme de texte, une autre sous forme de tableau, et il y a eu d'ajouter une version audio. Et donc, chacun est libre de choisir le format qui lui convient. De même, toutes les vidéos que nous avons proposées sont sous-titrées et une retranscription est disponible. Tous les documents respectent aussi une même charte graphique et une attention a été portée au contraste et aux couleurs. Au-delà de la diversité des activités, vous voyez ici un extrait d'un quiz qui réfère à la présence d'activités d'auto-évaluation, donc ceci en lien avec la 3e ligne directrice de la CEA. Le développement de cet environnement de formation accessible a conduit là aussi à la présentation de 2 communications et une publication. Donc, j'ai remis les références, voilà, pour ceux que ça s'intéresse, vous y référer. La mise en œuvre de cette formation, donc, jusqu'à présent, voilà, essentiellement par les concepteurs, s'est faite sur les 4 INSPE. Le module 1 est proposé chaque année depuis 2022. Ainsi, fin juin 2024, 63 enseignants, donc formateurs exerçant en INSPE, ont suivi le module 1. Là aussi, lors de cette étape, une recherche prend place et elle vise plus particulièrement à évaluer les effets en termes d'apprentissage liés à l'usage d'un support ludo-pédagogique qui a été créé et qui prend place dans le module 2. La dernière étape est celle de l'évaluation. Elle prend place à la fin de chaque module de formation qui est conduit et elle se fonde sur un questionnaire qui est adressé, enfin plutôt 2 questionnaires, un questionnaire qui est adressé aux formateurs qui ont suivi la formation et un autre qui est adressé aux formateurs qui ont mis en œuvre la formation. Alors, cette évaluation, eh bien, elle a permis le réajustement du module 1 au fil des conduites. Les réponses nous ont notamment amené à revoir la mise en accessibilité de l'espace de formation et des supports qui, au départ, n'étaient pas, à son maximum. Et puis, c'est grâce à ce questionnaire aussi, oui, au retour, que nous sommes passés d'une formation qui était à l'origine conçue de manière hybride, nous sommes passés à une formation en présentiel. Alors là aussi, si nous nous référons au modèle d'évaluation de la qualité de Bouchoir et Plante, cette étape nous conduit aussi à mesurer, apprécier l'efficacité de la formation. Donc, entendu ici, et je cite, donc l'efficacité comme le lien de conformité entre les objectifs visés par l'organisme et les résultats effectivement obtenus. En lien avec cette évaluation, 2 recherches toujours en cours ont été mises en œuvre et ont fait chacune l'objet d'une communication. Donc, nous avons une première recherche qui explore
l'évolution du sentiment d'efficacité personnelle des formés, c'est-à-dire, selon Bandura, la croyance en sa propre capacité à organiser et exécuter une série d'actions nécessaires pour parvenir à la situation visée, donc au fil de la formation. À notre connaissance, aucune étude n'a porté sur le sentiment d'efficacité personnelle, donc ici, à former à l'éducation inclusive, chez les formateurs et formatrices, alors qu'on sait qu'un sentiment d'efficacité personnelle élevé des enseignants serait associé à des pratiques pédagogiques plus variées. Là aussi, je fais référence aux travaux de Bandura. Cela veut dire que le sentiment d'efficacité personnelle serait un indicateur pertinent dans l'évaluation de l'efficacité d'une formation, donc selon Perrault, Brassard et Dubu. Le sentiment d'efficacité personnelle des formés est évalué au travers d'un questionnaire qui est proposé en début puis en fin de formation, ceci pour permettre d'étudier son éventuelle évolution. Une seconde recherche s'intéresse au transfert des apprentissages une fois la formation achevée. Ici, l'analyse du discours des formateurs qui ont suivi la formation, recueillis lors d'entretiens compréhensifs, permet de repérer des connaissances et des habiletés qui sont sélectionnées et puis ajustées aux pratiques des formateurs et d'autres qui ne le sont pas ou alors le sont différemment. Les premiers résultats communiqués contribuent également à enrichir les connaissances sur la formation liée à l'éducation inclusive auprès d'un public spécifique, celui des formateurs, comme nous l'avons vu, encore peu investigué par la recherche. Donc, comme on peut le voir, recherche et formation sont donc, ici dans ce que je vous ai présenté, sont donc étroitement liés. Si des recherches fondent la formation et sous-tendent de nombreux contenus, en fait, le développement de l'ingénierie pédagogique a constitué et constitue un terrain de recherche sur des objets encore peu étudiés et dont les résultats peuvent à leur tour nourrir la formation. Donc, sur le diaporama, donc j'ai mis quelques références que j'ai mobilisées soit dans le diaporama ou au cours de mon propos. Donc, vous pourrez les retrouver. Et voilà, je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole à ma collègue. Bien, je pensais que c'est peut-être à moi, la collègue à qui tu faisais référence, Laurence, je ne sais pas. Merci Laurence pour ton intervention. Alors, peut-être poser une question, peut-être maintenant, en fait, je préférerais parce que je pense que sinon ça va être peut-être plus difficile d'y répondre après, parce que de façon amnésique, il y aura eu quelques oublis. En fait, Laurence, on te demandait combien de personnes avaient répondu à l'enquête que tu mentionnais au tout début de ton diaporama. Il y a eu plus de questionnaires complétés, mais de complets. Donc, je crois de mémoire, c'était dans les 120 ou 129 questionnaires, mais on en avait dans les 90 qui étaient complets. Et nous avons utilisé les questionnaires complets pour pouvoir travailler. D'accord. Merci Laurence. Voilà, je pense que celle-là, elle a été traitée. Si on a d'autres, donc vous pouvez poser vos questions. Vous voyez en bas à droite de l'écran, vous avez une icône question. Donc n'hésitez pas à poser des questions. On va y revenir ensuite plus tard. Donc maintenant, je vais passer la parole au professeur Caroline Dessombre. Donc pour une intervention qui s'intitule Comment favoriser la collaboration interprofessionnelle au bénéfice de l'éducation inclusive, l'exemple d'un dispositif de formation. Merci beaucoup. Alors, pour ma part, je vais vous présenter un dispositif de formation qu'on a élaboré à destination d'enseignants et de personnel médico-éducatif.
Ça marche. Je vais quand même revenir un peu sur la genèse. Alors déjà vous dire que c'est un travail hautement collectif, ce PIA3, et donc on a un certain nombre d'ingénieurs de recherche qui ont travaillé avec nous, et en particulier Camilla Kamzina. On a aussi nos référents universitaires, Sandrine Rossi qui est ici présente, Sélénie Bracelet, Federica Silla et Nicolas Guérimant. Nous avons également le partenaire Canopé et des référents académiques qui ont un peu bougé, mais voilà, je tenais juste à dire que je suis toute seule à vous parler, mais c'est vraiment un travail collectif. Alors je reviens un peu sur la genèse de ce projet de recherche qui mêle la formation. Le gouvernement avait indiqué le souhait de scolariser environ 80% des élèves qui relevaient du champ médico-social, donc qui étaient dans des établissements type IME dans le cadre scolaire. Alors le gouvernement n'avait pas dit ils vont être scolarisés intégralement et complètement dans les classes ordinaires, mais en tout cas ils devaient participer un peu à la classe ordinaire. Ce changement-là de politique va impulser un certain nombre de modifications au sein de la classe. Ça va augmenter fortement l'hétérogénéité dans les classes, et ça va amener également des professionnels d'autres, et notamment du médico-social, à rentrer dans les classes. Dans le cadre du PIA3, on s'est dit qu'on voulait accompagner ce changement de paradigme, et donc on a commencé à s'intéresser à la littérature scientifique autour des obstacles de la mise en place de l'éducation inclusive. L'idée était de proposer une formation qui allait jouer sur un levier important de l'éducation inclusive. Alors, on avait déjà un peu étudié cet élément-là, ça tombait bien, la littérature l'a confirmé, c'est toujours beaucoup plus confortable. En fait, on s'est vraiment intéressé à la question d'attitude envers l'éducation inclusive. Les attitudes, en fait, c'est simplement le fait d'être favorable ou défavorable envers un objet. Et donc là, pour le coup, ce qui nous a intéressé, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut, à travers la formation, amener les enseignants à accepter cette politique, à être favorables et à dire, en fait, de droit, les élèves, qu'ils soient en situation de handicap ou non, peuvent être scolarisés dans une classe ordinaire. Cette notion d'attitude, elle a été fortement étudiée dans la littérature, notamment parce qu'on considère qu'elle a des effets très forts du point de vue de la mise en place de pratiques pédagogiques inclusives. Je vais vous le dire assez simplement. En fait, on considère que au plus les personnes sont favorables envers l'éducation inclusive, au plus on a de chances qu'ils mettent en place des pratiques pédagogiques inclusives. La littérature montre bien pas un élément systématique, j'y reviendrai après, mais en l'occurrence, si les enseignants sont favorables envers cette éducation inclusive, on a plus de chances pour qu'ils mettent en place des pratiques inclusives. Alors, la littérature, elle a été assez importante de ce point de vue-là, et on a pu montrer 3 grandes catégories de facteurs qui jouaient sur les attitudes, des facteurs qui tiennent aux enseignants. Par exemple, on s'est rendu compte que le sentiment d'efficacité personnelle des enseignants, c'est-à-dire le fait d'avoir confiance dans leurs compétences, influençait leurs attitudes. Ça vous étonnera pas si je vous dis que au plus les enseignants ont confiance dans leurs compétences, au plus ils sont favorables envers l'éducation inclusive. On a une deuxième catégorie qui tient au contexte, et pour lequel on s'est rendu compte que, et bien heureusement, les politiques nationales en faveur de l'éducation inclusive vont venir influencer les attitudes des enseignants, et donc notamment des pays où une politique est très engagée du point de vue de l'éducation inclusive amène les enseignants à être plus favorables. On a pu aussi montrer que le soutien perçu jouait du point de vue de ces attitudes. Au plus les enseignants se sentent soutenus, au plus ils sont favorables. Et enfin, il y a également une influence de la catégorie des élèves sur les attitudes. En fait, dans la tête des enseignants, il reste encore, malgré le fait d'une entrée par besoin qui est nécessaire, c'est-à-dire que on demande aux enseignants de ne pas raisonner sur un trouble en disant lui il peut être inclus, lui il peut ne pas l'être. On leur dit l'important c'est d'examiner plutôt le besoin. Est-ce qu'en fait l'école peut répondre à ce besoin dans le cadre ordinaire? Est-ce que par exemple un problème de mémoire, et ça peut être suffisamment bien pris en compte dans la classe pour pouvoir scolariser l'élève? Si la réponse est oui, il faut le scolariser dans le cadre ordinaire. Si la réponse est non, dans ces cas-là, il faut voir d'autres possibilités. Et en fait, on a quand même encore cette caractéristique-là, et notamment, et ça ne vous étonnera pas non plus, un élève qui présente des difficultés comportementales ou des troubles comportementaux sera perçu comme étant
moins incluable qu'un autre élève. Alors nous, on s'est intéressé dans le cadre de ce projet de recherche. En fait, nous on l'appelait Action. On s'est intéressé à la question de la formation de l'éducation inclusive et notamment une formation, l'effet des formations et notamment du point de vue de la collaboration. Alors, une fois qu'on a dit ça, il nous fallait quand même nous orienter sur le type de formation. On a fait un premier élément pour lequel on est allé voir la littérature scientifique pour savoir comment devait être construite cette formation. C'est-à-dire que avant même de se dire on va faire une formation, on est allé voir la littérature et on a fait ce qu'on appelle une revue systématique de la littérature. Ça consiste à prendre les publications internationales dans un domaine et donc là, en l'occurrence, on est allé voir en fait les publications qui ont été faites sur des formations qui avaient un effet du point de vue des attitudes et on est allé voir deux éléments. C'est en ça qu'on a fait plutôt une revue narrative de la littérature. On est allé voir quelle longueur il fallait de manière optimale, c'est-à-dire est-ce que il fallait des formations qui soient perlées sur toute l'année, qui durent 3 jours ou 4 jours, voilà. Donc on est allé voir ça et on est allé voir également du point de vue du contenu. On voulait savoir si pour avoir une formation qui avait les effets escomptés, et donc pour rappel sur les attitudes envers l'éducation inclusive, est-ce que cette formation devait avoir des contenus théoriques, pratiques ou les deux? Alors on a eu de la chance parce que je pense que si on était allé voir les académies pour leur dire bon, notre revue de littérature est très claire, on a pu montrer que ce qu'il fallait, c'est 2 mois intensifs de formation sur l'éducation inclusive. Je ne suis pas sûre qu'on aurait pu le montrer. En fait, cette revue de la littérature a permis de montrer que, il y a un effet positif des formations. Ouf, ça tombe bien, on veut un effet dans ce qu'on va mettre en œuvre. Le deuxième élément, il n'y avait pas d'effet de durée, c'est-à-dire que on n'a pas réussi à trouver dans la littérature une durée optimale, qu'elle soit courte ou longue en soi, c'est pas tant la durée qui joue, mais plutôt la pertinence de la formation. Et au niveau des contenus, pareil, la littérature montre que c'est pas si franc que ça. Des formations très théoriques fonctionnent, des formations intégralement pratiques fonctionnent, et des formations mixtes fonctionnent. On est enseignant-chercheur, on a plutôt pris des formations mixtes. Ça nous semblait quand même être un élément peut-être répondre aux besoins des enseignants. Ça me permet de faire le lien avec la deuxième question en fait qu'on s'est posée. Ça a été de se dire quel contenu il faut et on a décidé de se baser sur les besoins des enseignants et des personnels médico-éducatifs. L'idée, c'était plutôt que nous imaginer ce dont ils avaient besoin, on a préféré leur demander. Et donc, nous avons réalisé un certain nombre d'entretiens avec des enseignants et des personnels médico-sociaux pour lesquels on leur a demandé qu'est-ce qu'il vous faudrait dans le cadre d'une formation qui veut promouvoir l'interprofessionnalité et l'éducation inclusive pour vous permettre de pouvoir en bénéficier, pour permettre de modifier en fait vos pratiques qui vous sembleraient être le plus adéquat. Et donc ce qu'on a pu relever en termes de besoins, alors vous allez le voir, il y a des choses qui relèvent pleinement en fait de nous la formation de ce qu'on peut apporter. Il y a des choses qui sont peut-être un peu plus éloignées de ce qu'on peut faire, mais en termes de besoins, alors ils font état de besoins de formation, ça tombe bien. Ça nous permettait aussi de nous dire que quand on allait lancer les inscriptions, on allait avoir des gens qui s'inscrivent parce que c'est un deuxième problème quand on prévoit ce type de formation. Un certain nombre nous ont dit en fait j'ai besoin d'accompagnement du point de vue de mes pratiques, j'ai besoin d'avoir en fait un accompagnement pour savoir si ce que je fais est bien, mais aussi de me conseiller des adaptations pédagogiques, lesquelles fonctionnent, lesquelles ne fonctionnent pas, pourquoi elles fonctionnent. D'autres nous ont fait état d'un besoin de regard extérieur en disant mais en fait j'ai des élèves qui sont en fait scolarisés pour partie dans l'école ordinaire mais aussi à l'extérieur dans des instituts médico-éducatifs et leur regard me serait précieux pour pouvoir adapter les supports. Et puis enfin des besoins de reconnaissance aussi de leur travail. L'éducation inclusive c'est quelque chose de difficile pour les enseignants et je vais le dire maintenant. J'insiste toujours dans les conférences pour bien dire que
il est normal que les parents d'enfants en situation de handicap nous demandent d'aller encore plus loin du point de vue de l'éducation inclusive. Mais si on regarde derrière, il y a eu beaucoup de progrès et les enseignants ont aussi besoin qu'on reconnaisse en fait ces différents progrès. Ce qu'on est capable de faire maintenant, 10 ans en arrière, on n'était pas en capacité de pouvoir le faire. On a eu de grandes avancées et je suis persuadée que ça va continuer. Et enfin, les enseignants et les personnels médico-sociaux nous ont dit, on a aussi besoin en fait d'explications. Alors autant du point de vue des besoins, de pourquoi tel élève n'est pas capable de faire ceci ou cela, mais aussi d'explications sur comment on peut travailler ensemble. Alors, je vous ai mis des verbatims que vous pourrez relire de ce point de vue-là. Juste vous dire que, en fait, on a pu relever dans ces entretiens le fort besoin en fait d'échanger entre ces personnels médico-éducatifs et les enseignants. Alors, est enfin venu le moment de pouvoir créer ce dispositif. On a fait le choix d'externaliser la création de ce dispositif sur la base des résultats de recherche. En fait, on a en fait recruté un prestataire extérieur à qui on a demandé de faire ce kit pédagogique. L'idée, en fait, on était un certain nombre de personnes qui intervenons dans la formation des enseignants. On parlait très bien le fourche-langue éducation nationale, mais peut-être un peu moins bien le fourche-langue établissement médico-éducatif. Ça, c'était un premier élément. Et surtout, on voulait vraiment quelque chose qui ne soit pas teinté. On voulait pas une réplication de ce qui se fait dans les INSP, ce qui est très bien, ce qui se fait dans les INSP. Il y a des formations tout à fait pertinentes, mais là, l'idée était d'avoir un élément additionnel pour des enseignants en formation continue. Il s'avère qu'après négociations diverses et variées, on a élaboré un dispositif de formation de 4 jours, 2 jours sur l'interprofessionnalité, 2 jours sur l'éducation inclusive. On a été dans des conditions idéales pour mesurer notre formation. On a en fait pu recruter 2 formatrices qui ont fait exactement pour tous les groupes exactement les mêmes contenus. C'est-à-dire que la formatrice 1 avait la journée 1 et 4 et la formatrice 2 avait la journée 2 et 3, qui sont des conditions idéales de mesure d'un point de vue scientifique. Nous avons formé dans l'Académie de Lille, mais ce n'est pas terminé. Ce projet, comme l'a dit Sandrine, se déroule sur 10 ans. Pour l'instant, on a formé 268 personnes et nous avions en fait des groupes avec des conditions idéales aussi, avec 20 personnes par groupe, moitié éducation nationale, moitié établissement médico-éducatif. Alors, je vous ai juste mis dans le diaporama les différentes journées, mais comme je vous l'ai dit, elles étaient structurées autour de l'éducation inclusive. On avait besoin qu'ils parlent de la même chose, qu'éducation inclusive revêt les mêmes éléments, et on leur a donné également un certain nombre d'outils pour pouvoir collaborer ensemble. Ils ont 2 métiers différents, des formations différentes, et donc notre objectif, c'était vraiment de leur permettre de pouvoir collaborer ensemble. Alors, comme je vous l'ai dit, on a mené une action de formation, mais l'objectif, c'est de pouvoir en fait la diffuser après. Et donc, il faut bien d'abord, dans un premier temps, qu'on mesure son efficacité. Alors, vous allez voir, la question de l'essaimage de la formation va poser d'autres questions, mais dans un premier temps, on a eu besoin d'aller mesurer en fait l'efficacité de notre formation, quand on contrôle bien, quand les chercheurs sont derrière les formatrices, que dès qu'il y a un problème, on demande aux formatrices comment ça s'est passé, on essaye de réguler, on est revenu en fait sur notre dispositif. En fait, j'ai oublié de vous dire, entre la première version et la deuxième, il y a des choses qui ont changé. On a eu besoin également de se munir d'outils de mesure, et notamment on a dû créer un outil qui pouvait mesurer les attitudes et des enseignants et des personnels médico-éducatifs. Il existait bien des outils de mesure des attitudes, mais à destination des enseignants, et donc on a dû créer cette mesure, et donc nous avons fait passer un questionnaire avant-après pour mesurer l'évolution des attitudes. Alors, nous sommes en cours de traitement de ces données. Sachez simplement que nos premiers résultats, mais je vais être très prudente parce qu'on a d'autres analyses à faire. Pour l'instant, on a plutôt une détérioration des attitudes envers l'éducation inclusive après la formation qu'avant. On pense qu'en fait, ça a ouvert beaucoup de questions de la part chez les personnes que nous avons formées, et on est en train de réévaluer leurs attitudes après un certain temps. Pas le jour même de la dernière formation, on a continué alors à éveiller des questionnements, et on va également mesurer leur pratique pédagogique inclusive, j'y reviendrai après.
Nous avons également évalué qualitativement la formation et là, les données sont quand même beaucoup plus positives, très clairement. Nous avons vraiment une modification des représentations. Alors, interprofessionnelle, j'aime beaucoup ce verbatim d'une personne d'un établissement médico-social qui dit je ne dirai plus jamais oh l'éducation nationale, ils font pas d'efforts, puisque je me suis rendu compte que c'est compliqué pour eux. On a eu beaucoup d'entretiens où des personnes disaient mais en fait je me rendais pas compte à quel point c'était difficile. Et par exemple, on vous a mis un verbatim d'un enseignant qui dit ça a ouvert des perspectives, j'ai un répertoire qui s'est étoffé, il y a des métiers que je connaissais un peu de loin, ça fait évoluer mes représentations. Donc des éléments du point de vue des représentations et on a eu aussi des éléments du point de vue des pratiques. Alors il faut être prudent, c'est du déclaratif, ils nous disent j'ai déjà fait évoluer mes pratiques, mais vous allez voir, il va falloir qu'on se dote d'un outil de mesure des pratiques beaucoup plus efficace que celui de j'ai l'impression que ma pratique a évolué. Alors, en termes de perspective, la première, c'est l'essaimage dans d'autres académies, et notamment dans l'académie de Caen. On n'a pas de doute sur le fait qu'il y a quand même des effets de contexte dans ces liens interprofessionnels, hein. On n'est pas allé n'importe où à Lille, on est allé dans un lieu où il y avait des liens très forts entre les établissements médico-sociaux et l'éducation nationale pour être dans les meilleures conditions pour le déployer, pour en fait un peu perler un peu les difficultés. Et donc l'idée, c'est d'aller voir également dans d'autres bassins, peut-être que les relations seront tout aussi positives, mais aller voir un peu ces différents éléments. Et puis, à terme, c'est aussi essayer de tester notre formation quand nous ne sommes pas derrière en train d'essayer de bien contrôler cette formation. Comment est-ce que les acteurs de terrain s'en emparent, l'utilisent, les mettent en œuvre et est-ce que ça a toujours des effets? Le deuxième élément qui apparaît sur la diapo, c'est le fait de tester plus directement les effets de la formation. En fait, on a utilisé les attitudes parce que c'est assez simple du point de vue de la recherche. On fait passer un questionnaire, les gens répondent à ce questionnaire. On s'est dit quand même qu'au final, ce qui intéresse, c'est pas tant ce qui se passe dans la tête, c'est plutôt les pratiques pédagogiques inclusives. C'est-à-dire que je pense que vous allez être d'accord avec moi. En fait, la raison pour laquelle on travaille sur les attitudes, c'est qu'on veut que les enseignants et les personnels médico-éducatifs mettent en place des pratiques inclusives. Or, depuis le début, on a un modèle que je vous ai présenté, hein, c'est la théorie du comportement planifié, qui montre bien que les attitudes jouent sur l'intention d'émettre un comportement et sur le comportement. En fait, on a un modèle qui dit bien, si les enseignants sont favorables envers l'éducation inclusive, ils vont avoir l'intention d'adapter leur support et ils vont adapter en fait leur support. Le seul souci, c'est que pour l'instant, dans l'état actuel de la littérature, il y a des bouts de ce modèle qui ont été testés, mais pas en fait intégralement. Et donc, dans le cadre de la thèse de Camille Legrain, qui fait également partie du projet PIA 3, on est en train de tester en multiniveau, en interrogeant et les élèves et leurs enseignants sur les pratiques pédagogiques inclusives, et on est en train de tester ce modèle-là. J'avais jusque 15, il est 14. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je reste disponible pour les questions. Merci beaucoup, Caroline, pour avoir tenu les délais. Alors, donc, je vous rappelle, vous pouvez poser des questions par l'intermédiaire de l'outil questions que vous avez en bas à droite de votre écran. Alors, une question pour Laurence, avec aussi des félicitations pour cette présentation brillante. En fait, Laurence, on te demande si une recherche mixte, c'est-à-dire à la fois quantitative et qualitative, ne pourrait pas donner des résultats différents par rapport à ceux que tu as présentés? Alors, je dirais que c'est une réelle question, puisqu'on voit bien dans la dernière recherche que j'ai présentée et que je mène, on est vraiment sur du micro, c'est-à-dire des études de cas pour aller voir vraiment précisément comment s'opère, quelle transformation s'opère et comment est-ce qu'elle s'opère. Et c'est vrai que sur la recherche que mène ma collègue Tiffany Dujardin, on a un plus grand nombre d'enquêtés, mais on n'a pas encore, mené
on n'a pas encore mis en place une méthodologie qui relèverait davantage d'une méthodologie quantitative. Ça, c'est un fait, mais c'est lié aussi au fait où, depuis ces 3 dernières années, on a sans cesse réajusté la formation et elle n'était pas encore stabilisée. Mais là, ça y est, elle est stabilisée. Donc, effectivement, ça pourrait peut-être être à envisager. Merci Laurence. Alors vous dire qu'il y a de nombreuses félicitations qui arrivent par rapport à vos 2 interventions. Alors une question peut-être qui s'adresse finalement à toutes les 2. Que sont les pratiques pédagogiques inclusives de référence? Je vais bien me lancer. Ma réponse sera incomplète. Alors, la question de la mesure des pratiques pédagogiques inclusives, elle est très compliquée du point de vue de la recherche. Les chercheurs ont en fait mesuré ces pratiques avec des méthodologies différentes, parfois par le biais en fait d'observations, parfois par le biais d'entretiens, parfois par le biais de questionnaires. Comme je vous l'ai dit, nous on a plutôt fait le choix de faire en multiniveau, c'est-à-dire ce que l'enseignant pense faire et ce que l'élève va percevoir. Du point de vue de ces pratiques pédagogiques inclusives, on est arrivé sur l'idée, et Sandrine vous a présenté en tout début la définition qu'on se donnait de l'éducation inclusive. On a décidé de ne pas axer des pratiques pédagogiques inclusives à destination des élèves en situation de handicap qui représentent peut-être, quand on parle d'éducation inclusive, c'est le premier élément qu'on a en tête. L'idée est plutôt d'avoir des pratiques pédagogiques qui permettent à tous les élèves de pouvoir apprendre, c'est-à-dire des pratiques pédagogiques qui vont répondre aux différents besoins d'ordre cognitif, social et affectif de tous les élèves. C'est-à-dire, vous comme moi, quand on apprend, et un élève, quand il apprend, il va avoir besoin de mémoire, de sentiments de compétence, de procédures, de tous ces différents éléments. Et donc, vous avez un certain nombre de domaines dans lesquels l'enseignant va pouvoir jouer. Ça peut être autant dans le rapport qu'il va avoir avec la famille, c'est-à-dire le fait de pouvoir prendre des informations, mais aussi informer la famille, et dans les interactions avec l'élève, informer la famille. L'élève est en difficulté, pas en difficulté, ça se passe bien. Des éléments du point de vue de l'intérêt des élèves et notamment des soutiens à des éléments de motivation et donc partir des préoccupations des élèves. Ça peut être également du point de vue de l'évaluation, c'est-à-dire est-ce que en fait il multiplie différents supports d'évaluation. Vous savez que dans la prise en compte des besoins, de plus en plus, on considère que une des entrées peut-être idéales et dans l'idée d'une pédagogie universelle, c'est de pouvoir utiliser des supports différents, c'est-à-dire autant prendre en fait du matériel visuel, du matériel de l'écriture, de la lecture. L'idée, c'est que je traite d'une compétence, par exemple la monarchie sous Louis XIV, et je vais pouvoir présenter autant un tableau qui montre Louis XIV au centre avec une cour, autant un texte qui va permettre en fait à tous les élèves, quel que soit leur niveau de compétence en fait en lecture, de pouvoir y répondre. Et donc l'idée est vraiment de pouvoir mesurer ces pratiques pédagogiques inclusives. Si ça vous intéresse, Camille Legrain, alors c'est un article qui n'est pas encore publié, mais a développé un outil de mesure de ces pratiques pédagogiques chez les enseignants et chez les élèves. On mesure les mêmes dimensions, mais de manière bien évidemment adaptée pour les élèves puisque le vocabulaire est un peu différent. Laurence, peut-être tu veux compléter? Oui, voilà, je vais rebondir par rapport à ce que vient de dire Caroline. Dans les deux modules que nous avons conçus, nous retrouvons ces éléments. C'est-à-dire que si on reprend ce que tu disais, Caroline, sur la famille, on le retrouve dans le module 2 et sur le module 1, on retrouve bien ces différents types de mesures, notamment les mesures, donc là je fais référence aussi à des écrits, des mesures préventives, c'est-à-dire qui notamment le design universel, donc la conception universelle des apprentissages, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire en tant que formateur ou en tant qu'enseignant qui puisse répondre à tous, voire on va être au plus grand nombre des apprenants que j'ai en face de moi, mesures qui vont pouvoir se conjuguer avec des mesures qu'on va pouvoir qualifier de mesures de soutien qui là vont être plus dirigées vers un ou quelques apprenants. Et c'est bien ces combinaisons qui
qui vont permettre, ces combinaisons de mesures qui vont pouvoir permettre de répondre et, je dirais, et de prendre en compte la diversité des apprenants qu'on a devant soi, tant en tant que formateur que en tant qu'enseignant. Merci Laurence. Une question pour Caroline. Est-ce qu'il est possible de savoir si la formation menée en direction des attitudes favorables a un retentissement sur les collègues qui n'avaient pas cette attitude favorable, par capillarité en somme? Alors, c'est une question très intéressante parce que c'est justement les traitements stats que nous n'avons pas encore pu réaliser. En fait, je vous ai dit qu'il y avait en fait des effets qui n'étaient pas attendus. Enfin, on a eu des attitudes en fait plus négatives après qu'avant. Alors, quand je dis plus négatives, il faut quand même prendre des pincettes, hein. Globalement, les enseignants sont très favorables envers l'éducation inclusive et donc on peut quand même capitaliser là-dessus. Mais une des questions qu'on se pose et une des analyses qu'on doit mener là actuellement, c'est de voir si justement il n'y aurait pas des différences de l'effet de la formation en fonction en fait des types de répondants. Et donc c'est vraiment un élément qui pourrait être en fait intéressant. Et nous aimerions également voir, là quand vous parlez de capillarité, on aimerait également voir dans les bassins, c'est-à-dire les gens, on a des personnes qui ont participé, on va remesurer leurs attitudes, hein, mais on voudrait savoir si en fait dans leurs collègues qui n'auraient pas participé à la formation, ils n'auraient pas eux aussi des attitudes plus favorables envers l'éducation inclusive, qu'on irait comparer à un autre bassin des gens qui n'auraient pas été en contact avec des personnes qui ont suivi la formation. Très bien, merci Caroline. Alors, vous dire, cher public, que bien sûr la conférence sera mise en ligne, hein, donc vous pourrez réécouter, revisionner le diaporama bientôt sur le site du réseau des INSPE, du printemps des INSPE. Et une nouvelle question. Dans quelle mesure l'éducation inclusive contribue à développer la persévérance scolaire et lutter contre l'échec scolaire? Est-ce que l'une de vous, ou les deux, avez des éléments de réponse? Persévérance scolaire et échec scolaire. Bah, en fait, si on reprend enfin Laurence, tu complèteras. Si on reprend la définition en fait de l'éducation inclusive, c'est de permettre à tous les élèves de pouvoir apprendre. C'est-à-dire, c'est le fait de compenser les besoins des élèves pour leur permettre d'être dans des conditions optimales pour pouvoir apprendre. Et donc l'idée, c'est d'ailleurs, c'est de ne pas se poser la question est-ce que ça vient d'un handicap ou non. En fait, pour un enseignant, un élève qui est fatigué parce que la veille il s'est couché tard ou qu'il est et donc il a du mal à retenir l'information ou qu'il a une déficience intellectuelle et que sa mémoire est déficitaire, en fait, les réponses seront en fait totalement, alors peut-être pas forcément identiques, mais en tout cas elles s'inspireront des mêmes éléments. Donc il est clair que c'est vraiment une prévention des difficultés des élèves, ça permet de répondre en fait à leurs besoins et donc en ça va venir prévenir l'échec scolaire. Et du point de vue de la persévérance, bah en fait, vous savez, si on est systématiquement en échec dans un domaine, au bout d'un moment, en fait, on laisse tomber. Je dis toujours, vous savez, je suis très mauvaise dans le montage des meubles Ikea. J'ai complètement désinvesti le domaine. Je ne monte plus du tout de meubles Ikea actuellement. Je ne le fais plus parce que j'étais en échec systématique. Des élèves qui, parce que leurs besoins ne sont pas comblés, sont systématiquement en situation de non-réussite, ben, ils font comme tout le monde. Au bout d'un moment, ils abandonnent de le faire. Vous comme moi, on le ferait exactement comme eux. Alors, c'est dramatique parce que c'est l'école, mais c'est tout à fait humain. Donc en fait, en soi, une éducation inclusive de qualité qui prend en compte les besoins de tous les élèves va permettre à tous les élèves d'apprendre de manière beaucoup plus efficace. Alors, je vais compléter le propos de Caroline en faisant le lien avec des éléments que j'ai pu donner. Si on prend, si je m'appuie sur la conception universelle des apprentissages et les lignes directrices, donc nous avons dans la conception universelle des apprentissages trois principes, et il y a notamment dans ces principes des éléments qui relèvent de trouver des moyens pour favoriser l'engagement des élèves. Donc, favoriser l'engagement, ça va permettre effectivement à des élèves qui
potentiellement pourraient ne pas entrer dans les apprentissages, essayer de les amener à entrer dans les situations d'apprentissage, mais donc les engager, mais aussi à leur permettre de s'y inscrire et aussi de pouvoir évaluer, par exemple, leur progrès avec un auto-référencement. Si je prends, par exemple, la question de l'auto-évaluation, cette auto-évaluation va aussi, par exemple, c'est vraiment des exemples, va aussi avoir un intérêt sur le fait de voir ses progrès et donc de persévérer dans ce que je suis en train de faire. Mais vraiment par auto-référencement. C'est un exemple. Merci à toutes les deux. Une autre question fort intéressante de mon point de vue. En tout cas, la réponse, il va falloir la donner au effort. L'école inclusive est-elle réduite ici seulement au handicap? Je vous laisse. Non, bien sûr que non. Non. Vas-y, Laurence. Oui, je dirais que non, c'est bien ce qu'on essaie de mettre, je dirais, de rendre pleinement visible dans la formation. Nous sommes sur donc l'entrée se fait par les besoins éducatifs particuliers, donc cette catégorisation, besoins éducatifs particuliers, mais comme l'a dit tout à l'heure Caroline, et j'ai pu le dire aussi, ce que nous mettons bien en évidence, c'est le fait d'aller vers des besoins situés, sachant qu'un élève à besoin éducatif particulier, dans certaines situations, n'aura jamais aucun problème. Et il ne faut pas non plus, et il y a un article notamment, je fais référence à un article de Caroline, et puis écrit avec d'autres auteurs, qui dès 2013, je crois, montrait bien qu'il était important de contextualiser cette notion de besoin pour, en tant qu'enseignant, je dirais, pouvoir avoir des réponses, parce qu'en soi, besoin éducatif particulier, en tant qu'enseignant, ou en tant que formateur, ça ne nous donne pas de moyens pour pouvoir agir. C'est bien par rapport aux situations, à la connaissance des apprenants qu'on va pouvoir possiblement proposer des réponses. Et les catégories ne nous seront pas d'une grande utilité. Voilà, il faut dépasser les catégories pour pouvoir aussi prendre en compte la singularité des apprenants. Mais là, je laisse la parole à Caroline puisque je me référais à un des textes qu'elle avait pu écrire. Non, peut-être simplement que c'est peut-être le regard qu'on porte sur le handicap. En fait, les processus d'apprentissage sont les mêmes pour tout le monde, qu'on soit en situation de handicap ou non. La différence pour une personne qui présente un trouble ou un handicap, c'est qu'il y a une fonction qui est déficitaire. Et donc, en fait, il faut pouvoir la combler. Une personne qui est malvoyante, en fait, on se dit pas qu'en gros, il faut... vous voyez, je porte des lunettes, on va tout de suite envisager le fait que je puisse porter des lunettes. L'idée, c'est que on apprend tous de la même manière. Et donc là, vous m'enlevez mes lunettes, je vieillis un petit peu. Si je dois lire, je vais quand même être un peu en difficulté. L'idée, c'est de répondre à ça. Et vous voyez, parfois, si j'ai une conjonctivite, j'aurais aussi besoin peut-être que vous m'aidiez de ce point de vue-là. Il faut vraiment l'appréhender de cette manière-là. Il faut pouvoir répondre en fait à des besoins qui sont présents chez les élèves. Et ça concerne pas que le handicap. De toute manière, si on continue à dire que l'éducation inclusive, c'est que pour les élèves en situation de handicap, il est bien normal qu'on n'arrive pas à la mettre en œuvre parce qu'en fait, on dira que c'est une surcharge de travail et qu'en fait, ils sont trop différents pour pouvoir apprendre. L'idée, c'est qu'on a tous des besoins qui doivent être comblés. Il faut les penser. Et un bon enseignant spécialisé qui répond bien aux besoins, il est très bon avec les élèves ordinaires. Il permettra aux élèves ordinaires de dépasser, de pouvoir développer leurs compétences de manière optimale. Alors, une autre question à laquelle je pense que toutes les trois, on est souvent confrontés. Quel conseil donneriez-vous à un professeur stagiaire confronté à son nouvel environnement de travail, dont la diversité des élèves? Je me lance. Je pense que le premier conseil, c'est des éléments de logique. En fait, en formation, j'ai le sentiment que beaucoup d'enseignants ont l'impression que les réponses pédagogiques, c'est quelque chose dit, il faut limite être ingénieur pour pouvoir envisager des réponses pédagogiques. Or, les réponses pédagogiques, elles sont d'abord et avant tout logiques. J'ai des difficultés pour voir,
je porte des lunettes. Je veux dire, mon ophtalmologue, quand je suis allée le voir, il a pas tergiversé en disant je sais pas trop. En fait, il a tout de suite opté pour cet élément-là. On a un élève qui a des difficultés de lecture ou qui est un peu en difficulté pour lire. Et ben parfois, on va contourner le problème de lecture et pour lequel on va pas lui donner un texte écrit. Et puis parfois, on va l'amener à lire, mais on va lui donner un texte adapté, peut-être un peu moins long. En fait, l'idée, c'est que faites-vous confiance, demandez-vous en fait pourquoi il n'y arrive pas. Je crois que la question la plus difficile, c'est pourquoi un élève n'arrive pas à faire la tâche. Et ça va vous demander en fait d'observer vraiment beaucoup les élèves, de ne pas faire ce que je n'arrive pas à faire. Donc je vous le dis tout de suite, mais c'est pas toujours être en mouvement, de mettre vos élèves au travail et d'observer leurs procédures pour voir là où ça bloque. Une fois que vous savez ce qui bloque, si c'est des problèmes de mémoire, de procédure, de motivation, vous trouverez en fait les réponses qui n'ont pas besoin. C'est pas des réponses qui sont en fait très fouillées. Je veux dire, j'ai un problème de communication, il faut que j'utilise un média de communication. Je veux dire, si par exemple vous pouvez pas parler dans une conférence, vous allez faire des gestes pour vous adresser aux personnes. L'idée, c'est plutôt ces éléments-là. Et je rajoute juste un élément, sans être démagogique. Je pense que l'hétérogénéité est aussi une chance dans une classe parce que les élèves peuvent s'entraider entre eux et qu'on leur donne aussi des valeurs en fait de collaboration qui me semblent être importantes dans le monde dans lequel on est. Et j'ajouterais aussi de bien penser que l'enseignant, donc ici en l'occurrence par rapport à la question débutant, n'est pas seul. C'est-à-dire que il est aussi au sein d'une équipe où il y a des enseignants qui possiblement ont eu le ou les élèves qui les interrogent dans les années antérieures, et puis qu'il y a aussi, donc là c'était pour les autres enseignants, puis qu'il y a aussi, par exemple, les enseignants spécialisés qui ont une fonction de personnes ressources pour l'éducation inclusive qu'ils peuvent tout à fait solliciter. Ça relève de leur fonction. Voilà, bien penser aussi à ce fait-là. Le psychologue de l'éducation nationale aussi, d'ailleurs, Aussi. est un de vos interlocuteurs. Alors, pour les participants, quel est l'aspect le plus difficile, la prévention ou le traitement? L'inclusion peut-elle être préventive? En pédagogie, l'art n'est-il pas plutôt contraire? Vas-y, Laurence. Oui. Par rapport à la question, par rapport à la manière dont nous la traitons, distinguer prévention, traitement, je dirais que la réflexion pour l'enseignant, elle est vraiment essentielle dans le travail de conception. Donc, je dirais d'essayer de penser en amont. Alors, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais je réponds de la manière dont je l'ai comprise. C'est-à-dire penser dans tout le travail de préparation de son enseignement, penser à tous ces élèves et à toutes les barrières qui vont pouvoir se poser pour les anticiper, les enlever avant. Je ne dis pas simplifier, hein, attention, c'est vraiment enlever des barrières, ce qui justement va éviter en cours d'action d'avoir à rechercher très très vite, ce qui est difficile aussi quand on débute, à rechercher en situation, alors ça va arriver, mais à rechercher en situation des ajustements, des adaptations à mettre en place. Donc je dirais que le travail, il est vraiment important en amont et justement pour avoir cette dimension de prévention et permettre que tous les apprenants puissent je dirais, agir dans les situations, entrer dans les situations qui leur sont proposées, agir, prendre place, etc. Oui, et puis juste ajouter, je me rends compte à quel point on est vraiment complètement en accord les unes et les autres autour de cet écran. Rajouter que quand même l'éducation nationale a intégré cet élément de prévention, notamment en modifiant en fait beaucoup les réponses pédagogiques en fait aux élèves. On est dans des dispositifs Ulysse, on a le réseau d'aide pour lequel de plus en plus
on considère que la difficulté d'apprentissage doit être traitée dans le cadre ordinaire et qui est pour moi en fait une très bonne prévention, c'est-à-dire que de plus en plus, on se dit, alors ça relève des prérogatives de l'enseignant ordinaire, mais ça dit aussi qu'on considère qu'en fait, dans la classe ordinaire, on peut prévenir les difficultés et tous les nouveaux dispositifs. L'ULIS avant, il faut savoir que c'était une classe, il fonctionnait à part, pour lequel en fait on les sortait de la classe, alors que maintenant la philosophie est plus du tout celle-là. Et je pense qu'on est vraiment dans cette idée de prévention. On permet aussi aux enseignants de monter en compétences, même si ça reste difficile, mais en fait le fait de pouvoir aussi scolariser des élèves à besoins éducatifs particuliers dans les classes ordinaires, c'est aussi expérimenter. Il faut accepter de se tromper et c'est pas grave. En fait, l'éducation n'est pas une science exacte. Tous les enseignants qui sont ici en train d'écouter ou de se parler, en fait, ont tous échoué, ne pas réussir quelque chose, c'est pas grave. On recommence, on réessaye, on essaye de comprendre ce qui fonctionne pas. Mais donc pour moi, je fais pas de distinction non plus entre la prévention ou la remédiation. L'idée au maximum, c'est de pouvoir répondre dans le cadre ordinaire, avec les outils ordinaires et avec les conditions d'ordinaire aux besoins des élèves. Et si c'est pas possible, pas de problème pour y répondre en fait à l'extérieur de la classe ordinaire. Si on a essayé, que ça ne fonctionne pas, pas de problème de ce point de vue-là. Une question qui t'est destinée, Caroline, tu as évoqué à un moment donné les outils de collaboration entre les personnels des ESMS et les personnels de l'éducation nationale. Est-ce que tu pourrais donner quelques précisions sur ces outils? Oui, alors c'était dans le cadre du kit pédagogique pour lequel on a d'abord essayé de les faire se connaître et se reconnaître, et donc pour lequel on a utilisé beaucoup d'outils de la collaboration. En fait, ils devaient présenter un peu leur métier avec des fiches outils. On a aussi beaucoup en fait travaillé sur les représentations des uns et des autres, comme je vous l'avais dit, et on leur a également permis de confronter les différents outils qu'ils ont. Vous savez que les ESMS ont des outils pour pouvoir en fait suivre les élèves, et dans le cadre scolaire, c'est exactement la même chose. Et donc l'idée a été aussi de les faire se mutualiser. Si vous le souhaitez, pour justement favoriser la collaboration, alors qui est pas tant des outils qu'on peut donner comme ça quand les gens se connaissent pas, c'est plutôt des outils pour permettre à des bassins de pouvoir se rencontrer. Et donc, si vous me contactez, je pourrais échanger avec vous sur les différentes modalités qu'on a utilisées dans le cadre de cette formation. Il faut savoir qu'on essaye de protéger juste le kit pédagogique actuellement en termes de propriété intellectuelle, mais qu'on sera ravis en fait de pouvoir les s'aimer par la suite, et que ça puisse en bénéficier, voilà, quitte à ce qu'il soit tout ou partie utilisé dans le cadre des formations entre ESMS et enseignants. Merci Caroline. Alors peut-être pour le public encore nombreux présents, vous dire que la conférence sera déposée sur la chaîne YouTube du réseau des INSPE. Voilà, donc prochainement, vous pourrez donc la revisionner. Alors je pense qu'au niveau des questions, on a traité l'essentiel. Et puis le public vous remercie, Laurence et Caroline, pour la qualité de vos interventions. Ils ont pris beaucoup d'intérêt en fait, et aussi la qualité de vos réponses aux questions. Merci au public d'avoir été si nombreux pour ce webinaire du printemps des INSPE. Vous dire que la prochaine conférence en webinaire aura lieu le 26 mars à 16h30. Elle s'intitule Partenariat, recherche pratique, l'expérience de la maison universitaire de l'éducation. Et elle sera donnée par Denis Pascot de l'université Marie et Louis Pasteur, université de Franche-Comté, donc à Besançon. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute, cher public, et donc à demain, toujours aussi nombreux. Merci. Merci, au revoir. Merci.